stockage de l'hydrogène, dans laquelle nous avons passé en revue l'ensemble des solutions de transport et de stockage de l'hydrogène sous ses formes gazeuses, liquides, solides. La 4e session de ce cycle d'aujourd'hui ouvre un petit peu le volet des applications, je dirais, finales de l'hydrogène, à commencer par les applications de mobilité et celles de mobilité terrestre, dite terrestre. Alors, on entend par terrestre le routier et le rail. Les 2 dernières sessions de ce cycle seront consacrées aux mobilités aériennes et maritimes, ainsi qu'aux applications industrielles de l'hydrogène, car vous n'êtes pas sans savoir qu'avant les applications de mobilité, l'hydrogène est déjà aujourd'hui très utilisé dans plusieurs secteurs de l'industrie, dans les aciéries, dans les raffineries, dans les cimenteries. Donc, nous couvrirons aussi ce volet lors de ce cycle événementiel. Un petit mot pour se rapprocher du thème d'aujourd'hui, donc la mobilité terrestre. Il nous faut nous mettre dans le contexte imminent, urgent de décarbonation du secteur de la mobilité dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le cadre réglementaire ne cesse de se contraindre. Si on regarde juste dans les prochaines semaines devant nous, devrait arriver une nouvelle norme de dépollution des véhicules thermiques, l'Euro 7, la dernière grande norme de dépollution des véhicules thermiques, qui va encore accélérer le calendrier industriel de décarbonation du secteur de la mobilité, mais aussi un package réglementaire européen qui devrait encore réduire les cibles de réduction des émissions de CO2 à horizon 2030, ainsi que peut-être avancer les dates d'interdiction de vente de véhicules thermiques. Donc tout ça pour dire que le cadre réglementaire se durcit, se contraint de plus en plus, et donc ça rend la session d'aujourd'hui d'autant plus pertinente pour nous aider à voir quel pourrait être le rôle de l'hydrogène pour contribuer à la décarbonation du secteur des mobilités. Je m'en tiens là. Vous nous suivez à distance via le channel YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions à droite dans la partie chat. Je vais passer la parole à nos intervenants qui ont 20 minutes chacun pour une présentation, suivi de 5 minutes de questions-réponses. Et il nous restera une dernière session à la fin d'une quinzaine de minutes pour prendre une dernière salve de questions pour finir sur le sujet. Donc, j'accueille aujourd'hui, pas dans l'ordre, Élise Bon, directrice de l'environnement de Vinci Autoroutes. Bonjour Élise. Élise dressera le besoin de décarbonation des autoroutes et nous parlera de la complémentarité de l'hydrogène avec d'autres solutions alternatives, d'autres carburants alternatifs qui pourraient aider à décarboner l'autoroute. J'accueille aussi Sylvain Été de Toyota. Bonjour Sylvain. Sylvain est Hydrogen Manager chez Toyota Paris 2024. Donc, au-delà de nous présenter le produit phare de Toyota en termes de mobilité à hydrogène, Sylvain nous parlera de la stratégie plus globale de Toyota sur l'hydrogène qui va bien au-delà du véhicule léger et même au-delà du véhicule terrestre. J'en reste là, j'arrête pour le teaser. Et j'accueille également Stéphane Kaba de Alstom. Bonjour Stéphane. Stéphane est directeur Smart and Green Mobility chez Alstom et il nous dressera un historique des activités de Alstom sur le sujet de l'hydrogène. Il nous parlera des différents matériels roulants ferroviaires, bien sûr, à hydrogène et des différents environnements, tronçons, les lignes ferroviaires qui seraient les plus pertinentes pour des matériels roulants à hydrogène. Bienvenue à tous les trois. Je m'arrête là et je donne la parole à Élise pour Vinci Autoroutes. Merci Pierre et bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à ce petit temps de parole. Et en effet, je vais peut-être d'abord présenter un petit peu le pourquoi Vinci Autoroutes s'intéresse à l'hydrogène et comment est-ce qu'on envisage cette technologie parmi d'autres dans l'évolution de notre infrastructure et des usages de cette infrastructure. Mais d'abord, je vais préciser un peu ce que Pierre a présenté, c'est-à-dire la nécessaire décarbonation des transports. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est les émissions de gaz à effet de serre de la France, avec un 29% pour les transports, et dont 94% de ceux-ci qui sont émis par la route. Mais la route, c'est également responsable également en charge de la
l'immense majorité des flux de transport, c'est-à-dire qu'elle émet 94%, on retrouve 94% des émissions de gaz à effet de serre sur la route, mais c'est aussi sur la route qu'on retrouve l'immense majorité des flux, 80% des flux de passagers, 90%, pratiquement 90% des flux de marchandises. Aujourd'hui, 3/4 des actifs utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Or, la stratégie nationale bas carbone, qui définit la trajectoire de la France en termes de décarbonation, prévoit une décarbonation totale de ce secteur d'ici à 2050, avec une baisse d'ici de à peu près 28% en 2030. Donc, pour y arriver, la stratégie nationale bas carbone identifie plusieurs leviers, comme évidemment le report modal, c'est-à-dire une augmentation du report modal vis-à-vis de modes de transport moins carbonés. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui les usages et lorsqu'on regarde les modélisations de la stratégie nationale bas carbone, à savoir une augmentation des besoins de mobilité, une augmentation de l'emport, on se rend compte que même avec une augmentation de la part modale du ferroviaire ou d'autres des modes doux, on a un usage de la route qui reste pérenne dans toute cette trajectoire. Il est donc absolument nécessaire de décarboner l'usage de la route. Et ceci pour permettre à la France de tenir ses engagements de décarbonation. Si vous voyez sur le petit camembert bleu, donc le camembert bleu représente les émissions de gaz à effet de serre des transports. Le bleu au milieu, c'est les émissions liées au réseau Vinci Autoroute. Le réseau Vinci Autoroute, c'est la moitié du réseau, c'est la moitié des autoroutes concédées. Et ça représente donc à lui seul 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc au-delà de cette cartographie des émissions de gaz à effet de serre globales du territoire, Vinci Autoroute a un rôle majeur à jouer puisqu'il représente quand même déjà 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc si on fait un petit zoom justement en regardant ces mêmes chiffres du point de vue de Vinci Autoroute, on a décomposé ce qu'on appelle notre bilan carbone, notre scope 1, 2 et 3, pour ceux qui sont familiers avec ces chiffres, c'est-à-dire toutes les émissions carbone de notre chaîne de valeur. Au centre, vous voyez notre activité propre, c'est-à-dire l'exploitation de l'infrastructure, la toute petite bulle qui représente 30 000 tonnes de CO2 équivalent. Et puis, ce qu'on a mis à gauche, c'est l'amont, c'est-à-dire nos fournisseurs, nos achats. Et puis à droite, c'est les émissions carbone liées à nos clients. Et bon, tout ça pour montrer que c'est évidemment écrasant par rapport aux autres émissions de notre chaîne de valeur, ce qui ne nous empêche pas de traiter l'ensemble de la chaîne de valeur hein, dans notre stratégie de décarbonation globale. Mais évidemment, on ne peut pas traiter, avoir une stratégie de décarbonation de notre chaîne de valeur au global si on ne s'intéresse pas à la décarbonation de nos clients. Et c'est ce dont on s'attelle et d'où l'hydrogène est un des ingrédients. Donc pour s'atteler à ce qu'on appelle notre scope 3 aval, c'est-à-dire que les émissions carbone de nos clients qui circulent sur nos autoroutes, donc qui représentent à peu près 16 millions de tonnes de CO2 par an, on a évidemment, on envisage l'évolution de notre infrastructure et les évolutions des usages de cette infrastructure. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est les principaux leviers d'action qui sont à augmenter le remplissage des véhicules, mettre plus de personnes dans les véhicules, et ça se traduit par des actions de services que l'on apporte, la construction de parkings de covoiturage, des pôles d'échange multimodaux pour accéder au transport en commun, et des voies réservées, donc et plus une couche servicielle de tout ceci. Mais c'est pas l'objet de le rendez-vous d'aujourd'hui, donc je vais peut-être aller plus rapidement sur le deuxième levier, qui est évidemment l'énergie décarbonée, c'est-à-dire comment est-ce que Vinci Autoroute peut encourager, influencer la pénétration de véhicules décarbonés sur son réseau. Et puis le troisième, c'est la baisse de la consommation des véhicules. Donc c'est un peu ce que Pierre, tu as expliqué en disant qu'il y avait encore qu'il faut évidemment que les véhicules thermiques soient plus optimum. C'est une question d'efficacité énergétique. Donc si on regarde la promotion en fait que l'on peut, quelle est l'action qu'un gestionnaire d'autoroute peut avoir sur
les énergies décarbonées, c'est en influençant la pénétration de véhicules propulsés à énergie décarbonée sur son réseau. Donc ça veut dire mettre en place de l'infrastructure permettant à ces véhicules de venir sur le réseau. Donc pour ceci, on a étudié on étudie évidemment de très près la trajectoire définie par la stratégie nationale bas carbone. Ce que vous voyez à droite, c'est l'état aujourd'hui, l'évolution en 2030-2050 pour les véhicules légers au centre et les poids lourds à droite. Et vous voyez que on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Pour les véhicules légers, on peut voir que qu'en 2000, la stratégie nationale bas carbone aujourd'hui mise sur une prédominance du véhicule électrique à batterie. Et dès 2030, un 16% à peu près de pénétration de véhicules, c'est-à-dire du parc. Ça veut dire quel sera le parc, la fraction du parc qui sera qui sera électrique ou dans les différents modes de propulsion selon les couleurs que vous voyez. Donc pour ce faire, aujourd'hui, juste pour les véhicules électriques, on est plutôt dans une phase de Vinci Autoroute, c'est-à-dire gestionnaire d'infrastructures, on est plutôt dans une phase de déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à batterie. Et on est plutôt en pointe là-dessus pour tenir cette trajectoire, voire l'encourager. Et comment on a fait ça? C'est qu'on a déployé depuis extrêmement longtemps une veille active sur cette technologie qui nous permet des expérimentations. La première borne de recharge, c'était 2013-2014 sur le réseau Cofiroute. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça nous a permis, cette mode de veille active et d'expérimentation nous permet aujourd'hui d'être opérationnel au moment où on a l'accélération du déploiement de cette techno sur notre réseau. Et c'est un peu dans ce mode-là qu'on est aujourd'hui sur les autres modes d'approvisionnement en énergie décarbonée, et notamment sur l'hydrogène. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit point pour expliquer qu'en gros, on pense qu'on est aujourd'hui organisé opérationnellement pour déployer massivement cette technologie pour les véhicules légers, parce qu'on a su faire une veille et qu'on a su faire des expérimentations pour identifier le mode opératoire et l'organisation en interne pour faire ceci. Et donc, si on regarde sur la droite, pour les poids lourds, on voit que la décarbonation est un peu plus tardive. Vous voyez que là, il reste plus de véhicules thermiques en 2030 et que la répartition des modes d'alimentation est plus, on peut dire, équitablement répartie. Enfin, selon les prévisions de la SNBC, entre des GNV, bio-GNV, avec le plafond qu'on leur connaît sur l'approvisionnement de cette énergie-là, les électriques PL, c'est-à-dire y compris hydrogène, pour un petit quart, et un reste de thermique qui serait alimenté au biodiesel. Donc, c'est ce sur quoi mise la stratégie nationale bas carbone. Donc, pour les poids lourds, en gros, on est encore dans une phase de plus d'expérimentation, puisqu'on a aujourd'hui des technologies qui sont un petit peu moins matures, on le voit puisqu'elles arrivent un peu plus tardivement, et elles sont plus multiples. Ce qui veut dire qu'on a une organisation, nous, par rapport à ça, qui fait qu'on doit étudier, comme l'avait dit Pierre, les différentes opportunités de ces différents combustibles. Donc, en bilan, voici un peu notre vision Vinci Autoroute à date sur les énergies alternatives. Bien sûr, ce qu'on appelle une veille active. Donc, c'est un état, c'est une photo aujourd'hui sur les différents modes d'approvisionnement des véhicules. Donc, ce que je vous ai dit sur les véhicules, donc BEV, véhicules électriques à batterie, ou PHEV, c'est hybride rechargeable, c'est que c'est la solution la plus mature. Donc, on est en phase de déploiement. On pense qu'en effet, le véhicule hybride rechargeable est une solution de transition, puisqu'elle a un impact elle a un impact réel moins de décarbonation moins important, puis la technologie évolue en ce sens. Sur les biogaz et biocarburants liquides, on a en effet, pour nous, ce sont aussi des solutions de transition, et surtout ils ont des impacts inférieurs au diesel, mais pas moins décarbonants, on peut dire, que l'hydrogène notamment, mais et puis qu'ils ont des problèmes surtout d'assiettes
de biomasse disponible pour pouvoir servir à la propulsion des véhicules. Donc, on sait qu'on a une sorte de plafond et que ça ne permet pas ça ne peut pas être une solution unique. Aujourd'hui, on a des demandes, par contre, de ce qu'on appelle nos fournisseurs de carburant qui nous feront des propositions lorsqu'on renouvelle ce qu'on appelle les installations commerciales, c'est-à-dire les stations-service sur les aires de ces carburants qui sont plus matures et dont la transition est moins forte puisqu'ils s'adaptent plus facilement sur les véhicules. Mais bon, je laisserai mes collègues en parler. Enfin, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est aujourd'hui, ce qu'on a indiqué ici, c'est qu'on a un besoin de passage à l'échelle pour la production décarbonée d'hydrogène, puisque c'est l'unique moyen de décarboner, c'est d'avoir une production, mais je pense que vous en avez largement parlé lors des précédentes discussions. Qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est donc extrêmement prometteuse, pas encore mature. On a des vrais surcoûts au niveau des véhicules, mais ça, je laisserai aussi mes je sais pas comment on va dire, camarades en parler. Et que, par contre, évidemment, dans un premier temps, comme ce que je vous ai montré sur le slide précédent, on pense que c'est une solution qu'on voudrait encourager, notamment pour les poids lourds, puisque aujourd'hui, nous, on veut accélérer la décarbonation dès aujourd'hui, enfin, au plus proche pour ces solutions-là. Et que ce qu'il y a indiqué développement via des flottes captives, c'est qu'aujourd'hui, on est à la recherche de solutions, de synergie au niveau d'usage, de territoire, qui nous permettrait d'initier de l'installation sur nos réseaux de postes de distribution. Mais vu l'état qui est indiqué ici, c'est-à-dire surcoût, on n'a pas encore de modèle économique complètement pour l'hydrogène, on a besoin de trouver des opportunités en synergie avec des transporteurs ou des régions qui peuvent nous aider, qui peuvent accompagner, encourager ces premières expérimentations. Et ces expérimentations qu'on encourage dans notre réseau nous permettront d'être prêts lorsqu'il y aura une accélération du déploiement sur l'ensemble de notre réseau pour trouver des corridors alimentables à l'hydrogène. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cet état d'esprit et je vais vous présenter justement les expérimentations que l'on mène et leur état d'avancement. Donc aujourd'hui, voilà un petit peu quand on dit l'hydrogène chez Vinci Autoroute, ça se divise en soit on a une veille on a une veille avec des sollicitations extérieures, donc on peut voir qu'elle est quand même assez multiple et qu'elle est souvent accompagnée de demandes des territoires qui nous sollicitent, puisqu'on est vraiment présent sur un grand nombre de régions, donc qui nous sollicitent pour discuter, savoir où on en est sur l'hydrogène, etc. On a des veilles actives avec des contacts plus particuliers avec certaines régions, des startups ou des constructeurs. Et puis on a des projets, donc ce qu'on appelle partenariat au projet. Ce sont des projets soit expérimentaux, soit en études. On est quand même dans une phase très amont. Notamment ce que s'appelle projet Croix Dorade, que je vais vous présenter juste après, avec la REC, c'est l'agence région énergie-climat d'Occitanie, Tisséo qui est le transporteur local, mais évidemment la métropole de Toulouse, et puis les entreprises du groupe Vinci, chez Vinci Construction, chez Vinci Énergie. Puis d'autres projets qui sont en études très très amont, donc qui sont encore, qui sont vraiment encore des études préliminaires, on va dire. Donc je vais vous présenter un tout petit peu le projet Croix Dorade parce qu'il représente assez bien l'état d'esprit qu'on encourage, c'est-à-dire se faire un peu les dents et les mains sur un projet qui représente une belle opportunité parce qu'il a des ingrédients de synergie avec des acteurs territoriaux publics et privés avec lesquels on a besoin de collaborer pour pouvoir avancer et progresser sur notre connaissance de l'hydrogène et du modèle économique qui va avec. Donc ce projet, c'est une expérimentation d'une implantation d'une station-service qui s'appelle à Croix Dorade, qui est à Toulouse. Donc aujourd'hui, c'est une étude d'avant-projet. On est à ce stade-là. Donc vous avez des vues d'architectes ici. Il se situe au nord de Toulouse. Est-ce que je la vois? Voilà, c'est le petit point noir, station hydrogène site Croix Dorade. Pourquoi il a été pertinent ici? Parce qu'il est à côté d'un réseau de bus et qu'il y a aussi un potentiel d'utilisation des véhicules par des flottes captives, notamment des agences d'entreprises de travaux de Vinci.
Donc, une vue en plan masse, il se situe le long de la rocade, donc qui permet un accès assez rapide à la station que vous voyez là de 4000 m². Donc, tout ça, c'est encore des études préliminaires. Si on se réunit dans quelques mois ou un an, Pierre, on aura peut-être évolué. Hein, il faut les prendre comme des études. Donc, c'est en gros sur le centre d'exploitation de Vinci Autoroute, c'est-à-dire l'endroit où on a nos fourgons jaunes que vous pouvez voir sur le réseau, là où on vient entretenir, l'autoroute. On a une petite poche de foncier qu'on voudrait mettre à disposition pour construire une station hydrogène. Donc, encore une fois, on est en étude. Elle est adossée à une parcelle exploitable par Tisséo, que vous voyez, donc avec cette première synergie avec le réseau de transport en commun local et un potentiel de production d'énergie décarbonée, d'énergie photovoltaïque, qui bien sûr ne permet pas d'alimenter l'ensemble de la station, mais qui alimente une petite fraction. Donc en quelques chiffres, ce serait un électrolyseur sur place qui pourrait fournir 400 kg par jour à terme et qui représente à peu près le besoin, comme vous pouvez voir en bas à droite, le besoin d'ici 2040, avec un stockage qui permet des rechargements de 4 bus à terme. La production représenterait plutôt 10% et puis un complément en achat d'énergie renouvelable, puisque l'objectif, c'est d'expérimenter un hydrogène vert, avec 3 pistes de distribution, 2 points de distribution simples à 350 bars et un point à 350 et 700 bars pour bus et VL. Plutôt bus, VL, VUL. Donc, vous voyez un peu tous les types. Et donc, ce que vous voyez en bas, ce sont un peu les consommateurs pressentis pour cette station, dont on a besoin à tout prix de monter en charge assez rapidement pour pouvoir la viabiliser tout simplement. Donc aujourd'hui, on est en étude sur ce projet. Je vous présente quelques vues du site, c'est assez préliminaire, et on travaille avec la métropole, avec les acteurs, l'ADEME et compagnie, pour pouvoir poursuivre ce projet avec, parce qu'on a besoin, on a encore pas un modèle économique complètement fiabilisé, et on est dans des projets expérimentaux qui ont besoin de cette synergie territoriale et industrielle. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Très bien, merci beaucoup Élise. On a bien compris que Vinci Autoroute expérimentait, voire se prédisposer à l'arrivée des véhicules à hydrogène de demain. On a peut-être 1 minute pour prendre une question online. Il y a monsieur Thierry Badel qui pose la question sur le parc automobile, les prédictions annoncées de la SNBC. Est-ce que ça concerne que l'autoroute ou tout le parc roulant français? En effet, les histogrammes que j'ai montrés, c'est pour tout le parc, c'est donc pour tous les usages de la route. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de les faire rentrer sur l'autoroute, de faire qu'il n'y ait pas de frein. Aujourd'hui, il y a encore du frein pour acheter un véhicule électrique en disant est-ce que je pourrais accéder au réseau autoroutier et partir en vacances. Donc l'idée, c'est notre rôle, c'est de lever ce frein, quelles que soient les alimentations en énergie. Donc c'est pour ça qu'on se positionne par rapport à la stratégie nationale bas carbone en disant qu'on va aller suivre, voire être un peu plutôt en avance par rapport aux modélisations de pénétration de ces véhicules. Et j'en rajoute une de question, je me permets. On a vu dans ces mêmes prédictions qu'à horizon 2030, encore 3/4 du parc roulant sur les véhicules légers était thermique, d'après la SNBC, et plus de 85% de poids lourds thermiques. Est-ce que ces prédictions peuvent s'accélérer suivant de la réglementation qui va arriver? On parlait en introduction de l'Euro 7. L'Euro 7, ça va contraindre encore plus les émissions de polluants. Est-ce que tout ça peut s'accélérer en termes de calendrier? Alors, après, moi, je peux vous donner ma conviction propre, mais je ne saurais pas dire tellement plus loin. On voit qu'il y a quand même une accélération des calendriers, de l'interdiction des véhicules, d'interdiction des véhicules thermiques ou de l'arrêt par des industriels de construction des véhicules thermiques. Après, là, on parle de la circulation du parc, on ne parle pas de l'achat des véhicules. Donc, un véhicule qui est acheté aujourd'hui, il roule encore en 2030, pratiquement. Donc nous, on se tient prêt à cette accélération, on va dire, parce que ce n'est jamais qu'une des modélisations qui font référence au niveau national, mais on se tient prêt à ce qu'elle évolue. Enfin, j'aimerais bien avoir l'avis d'ailleurs de mes camarades. Est-ce que Sylvain a un complément?
Oui, sur le parc. c'est sûr qu'on vit une révolution majeure au niveau, je dirais, de chacun des constructeurs présents, que ce soit dans la mobilité lourde ou légère. C'est en cours. C'est vrai qu'il y a une petite accélération. On voit, ça fait la une un peu de l'actualité en ce moment, à chaque fois qu'il y a une annonce pour, je dirais, les évolutions. On a vu que le catalogue produit évolue aussi très rapidement, peut-être plus rapidement que ce que certains avaient prévu. Donc oui, on peut dire qu'il y a une accélération. Voilà. Donc Pierre, tu as parlé de différentes annonces qui vont arriver, et je pense que ça va encore, je dirais, accélérer. C'est vrai qu'il y a des discussions en cours sur ce sujet, en tout cas. Et merci Élise d'avoir fait la distinction entre véhicules neufs et parcs. Je pense que c'est une subtilité très dimensionnante qui est souvent mal comprise. Ce dont on parle à l'interdiction des ventes de véhicules thermiques, ça concerne le neuf. L'Euro 7, ça concerne aussi le neuf. Il y a une certaine inertie, comme tu le disais, dans le renouvellement du parc. Un véhicule léger aujourd'hui, ça a un âge moyen de 11 ans, un poids lourd de 6, des poussières ans. Donc, il y a une certaine inertie dans le renouvellement du parc. Il faut bien distinguer les ventes de véhicules neufs, qui, elles, vont basculer très, très rapidement, par exemple pour les VL à l'électrique, du parc lui-même, qui a une certaine inertie dans son renouvellement. Voilà, je vous propose de passer à Sylvain, qui va continuer sur le routier et prendre la parole pour Toyota. À toi, Sylvain. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Merci, entre guillemets, de me recevoir aujourd'hui pour parler un peu de Toyota et de sa stratégie autour de l'hydrogène et des mobilités terrestres, entre autres. Ce que vous voyez, donc je travaille pour Toyota Europe et en particulier sur les sujets relatifs à l'hydrogène. Et ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est un peu le catalogue de ce que je vais vous présenter en quelques minutes, à l'exception peut-être de la Tour Eiffel, mais je ferai une petite allusion au cours de cette présentation. Avant de commencer de parler hydrogène, je vais vous parler un peu de Toyota, parce que tout le monde connaît le groupe Toyota, mais je pense que c'est bien de remettre en perspective quelques chiffres. Toyota dans le monde, c'est un peu plus de 10 millions de véhicules vendus par an, donc c'est assez important. Chaque année, on investit entre 8,5 et 9 milliards d'euros en recherche et développement. Et comme on est une entreprise de mobilité, ces investissements sont principalement autour justement de la mobilité. C'est 360 000 employés, c'est 64 sites de production. Donc voilà, c'est une belle petite entreprise, comme on pourrait le dire. Mais Toyota est aussi présent en France depuis plus de 50 ans. En 2020, on a vendu plus de 100 000 voitures avec les deux marques, Toyota et la marque Lexus, qui est sa marque premium. On représente presque 6% de part de marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint presque les 2/3 des ventes en France en full hybride. Donc, Toyota est pionnier des technologies environnementales et aussi le leader aussi par rapport au volume qu'on commercialise. Donc, on a parlé de distribution. On a un réseau de distribution entre 300, un peu plus de 300 points de vente en France, mais on a aussi de la production. Donc, je pense que vous connaissez tous l'usine de Valenciennes, enfin plutôt à Onnaing, la vraie ville, c'est Onnaing, qui est ouverte depuis 2001 et on y produit la Yaris. Yaris qui a fait l'actualité cette année puisque c'est la voiture de l'année. Et il y a une deuxième actualité d'ailleurs cette semaine, puisque depuis le début de la semaine, on produit pour la première fois une deuxième voiture dans ce site de production, qui est la Yaris Cross. On a aussi la chance d'avoir un centre de design en France. Pour le groupe Toyota, il y a 5 centres de design dans le monde. Un des 5, le centre de design européen, il est basé à Sofia Antipolis. Et puis, on a aussi quelques activités logistiques liées, je dirais, à notre distribution. Tout ça pour dire qu'on a un ancrage local. On fait travailler pas loin de 10 000 personnes en France directement, que ce soit du côté distribution ou production. Alors, comme je disais, Toyota est leader et pionnier des technologies environnementales et faut être clair que depuis de très, très, très nombreuses années, Toyota est conscient, entre guillemets, des enjeux actuels sur le changement climatique et la qualité de l'air. Ce qui a donné, entre guillemets, une obligation de créer ce challenge environnemental d'objectifs à 2050 et qui se dessine autour de 6 défis. Le premier, c'est pour les véhicules neufs. Pierre, tu parlais des ventes de véhicules neufs, c'est de tendre vers zéro émission à horizon 2050,
Donc, c'est de diminuer de 90% les émissions de CO2 par rapport à 2010. Le deuxième défi, c'est de tendre aussi vers le zéro émission pendant tout le cycle de vie du produit, que ça va de l'extraction, l'usage des matières qui sont achetées, la fabrication des pièces, l'utilisation, l'usage, jusqu'à la fin de vie et recyclage du véhicule. On doit tendre aussi, en tout cas on fait tout pour que nos sites de production tendent vers le zéro émission de CO2. On a pris conscience aussi de l'importance de l'eau, qui est vraiment un sujet très important dans le monde entier. Notre rôle, c'est de limiter en tout cas la surconsommation, c'est plutôt de recycler et d'optimiser la consommation d'eau. Donc, l'usine, par exemple, de Valenciennes est site pilote avec tout un tas de projets, on va dire, éco-responsables pour le monde entier. Et puis, on parlait de cycle de vie. Et en effet, un véhicule, à la fin, il a une fin et il faut pouvoir recycler toutes les matières, même au cours, je dirais, les matières qui ressortent de sa fabrication. Donc voilà, c'est aussi le 5e défi. Tout ça pour finalement développer une meilleure société. Quand je dis une société dans le sens large, plutôt plus en harmonie entre, on va dire, les hommes et ce que nous offre la nature. Qu'est-ce que ça se traduit et comment ça se traduit pour Toyota en termes de production de véhicules? On est sur la complémentarité des solutions. On pense que d'ici 2050, c'est l'association de différentes solutions qui vont nous amener vers ce zéro émission de CO2. Donc, quand je parle de solutions, c'est des solutions électrifiées. On a ce qui fait le socle de nos développements depuis plus d'une vingtaine d'années, c'était la technologie hybride, donc qu'elle soit hybride ou hybride rechargeable. Un des dérivés finalement aussi, c'est l'hydrogène, parce que c'est aussi une voiture électrique, mais avec un socle hybride. Et puis des voitures électriques à batterie qu'on est en train de commencer à commercialiser aussi. Notre objectif à 2025, c'est d'en produire 5,5 millions de véhicules électrifiés, dont 1 million de véhicules à zéro émission. Et 5 millions rapportés aux 10 millions de véhicules produits par an, ça vous donne un peu la proportion que l'on vise à court terme de véhicules électrifiés au niveau mondial. Ce qui est important, c'est que initialement, cet objectif de 5,5 millions, il avait été fixé à 2030. Et vous me posiez la question, Pierre, sur l'accélération. Là, on la voit. On sent qu'au niveau mondial, il y a cette prise de conscience. Et en effet, cet objectif, il a été avancé de 5 ans. Donc, on est sur une bonne voie pour atteindre, en tout cas, ces zéro émission à horizon 2050. Je parlais de complémentarité de solutions, d'où ça vient. En fait, chez Toyota, on a toujours dit qu'il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions. Il n'y a pas une bonne solution, mais vraiment plusieurs. Tout dépend en fait de l'usage qu'en font nos clients. Et donc l'usage, c'est finalement la distance des trajets. On parle de mobilité, donc la mobilité, c'est des déplacements. Et puis de la taille du véhicule. Donc pour être, on va dire, simple par rapport à cette slide, c'est dire pour les petits trajets dans des milieux urbains, donc c'est souvent des petits véhicules, on parle de mobilité du dernier kilomètre par exemple, on pense plus que c'est lié à une famille de véhicules électriques qui est le plus adapté, en tout cas qui a la meilleure efficacité. Pour les mobilités plus lourdes et donc pour les plus longues distances, l'enjeu c'est de pouvoir recharger très rapidement les véhicules. C'est là où la pile à combustible et l'hydrogène a tous ces bénéfices de pouvoir recharger très rapidement les véhicules. Et au milieu, qu'est-ce qu'on trouve? Finalement, notre socle, je dirais, de notre technologie hybride qui répond à peu près à tous les usages et qui va, entre guillemets, se pérenniser au fil des années pour aider à la transition écologique. L'hydrogène, c'est, comme je vous disais, un élément qui est au cœur, je dirais, de notre stratégie zéro émission en 2050. Et notre volonté, c'est pas uniquement sur la mobilité, mais aider de partenaires, c'est de démontrer tout le potentiel et les bénéfices que peuvent apporter l'usage de l'hydrogène par l'apport de cette technologie. Il faut juste garder en perspective que ce qui ressort d'une pile à combustible, c'est de la chaleur, c'est de l'électricité et c'est de l'eau.
Donc, autant, je dirais, capitaliser sur cette technologie. Donc oui, premier point, c'est la mobilité. Toyota a plus de 30 ans de recherche derrière eux pour développer je dirais, des véhicules à pile à combustible. Et donc le premier véhicule qui a été commercialisé, c'était la Mirai en 2015. Et puis on travaille aussi sur des sujets de mobilité lourde et je pourrais en parler ensuite. On a d'autres applications comme les groupes électrogènes, j'en parlerai aussi avec notre partenaire Energy Observer Développement. Et puis, je ferai un petit point aussi à la fin de la présentation sur Woven City. Comment ça se traduit concrètement pour Toyota en Europe? On a vraiment 3 partenariats concrets. On a Energy Observer Développement, EODEV, on a iSetco et on a Caetano. Mais avant d'attaquer ces 3 partenariats, je voulais vous parler, je dirais, un peu de nos flagships de l'hydrogène, hein, le vaisseau amiral, la Mirai. Alors, une petite leçon de japonais aujourd'hui. Mirai, ça veut dire futur. Et je dirais une deuxième leçon de japonais. On a le mot Kaizen aussi, qui est très associé à Toyota. Kaizen en japonais, ça veut dire l'amélioration continue. Et bien, cette deuxième génération, comme à chaque fois qu'on renouvelle nos gammes de véhicules, est une preuve supplémentaire de cette amélioration. Donc cette deuxième génération, on a la capacité d'emporter plus d'hydrogène. C'est entre guillemets le résultat d'une pile à combustible qui est beaucoup plus compacte par rapport à la première génération, plus légère et plus efficiente aussi. On consomme moins, on est sur une base de 0,84 kg au 100 km, ce qui nous amène, je dirais, une autonomie de 665 km au catalogue. Elle a aussi évolué en termes de style. Alors après, chacun a son avis, mais je reconnais que son style aujourd'hui nous amène sur un segment presque premium. Et elle est plus consensuelle en tout cas que la première génération, mais après, chacun a son avis. Eh bien, pour tester, on parlait d'autonomie, on a voulu un peu tester ça. On a profité, je dirais, de la semaine de notre partenaire Energy Observer et Energy Observer Développement du Paris de l'hydrogène fin mai pour dire, et si on testait, je dirais, la capacité et l'autonomie de la Mirai en faisant un peu en maximisant, je dirais, l'éco-conduite. La bonne surprise, c'est que on a dépassé les 1000 km, donc c'est un nouveau record du monde. Mais derrière, je dirais, ce record du monde, le message qu'on voulait passer, c'est que la voiture à hydrogène, c'est du concret et c'est tout à fait une voiture normale parce que 1000 km, finalement, c'est des distances qu'on connaît dans certains de nos véhicules, en tout cas chez nous ou chez nos concurrents, dans des moteurs thermiques ou hybrides. Je parlais de partenariat. Notre premier partenaire que je voulais vous présenter, c'est Energy Observer Développement, EODEV. On est actionnaire chez eux. Il y a 2 produits qui existent et qui sont concrets. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on parle de mobilité terrestre. Pierre, tu m'excuseras, mais je vais parler un peu de mobilité maritime et fluviale. Mais ce qu'a développé EODEV, c'est un range extender qui permet, entre guillemets, d'équiper les bateaux ou des navires de la pile à combustible qui est la pile à combustible Toyota. Et la première preuve, je dirais, le premier résultat de cette coopération, c'est le yacht Innova, donc le premier yacht de série à hydrogène, qui vient d'être présenté aussi fin mai. Le deuxième produit qui est développé par EODEV, c'est le groupe électrogène. Là aussi, on retrouve la pile à combustible Toyota. Et tout à l'heure, je parlais du symbole de la Tour Eiffel, mais là, il n'y a pas plus beau symbole de parler d'hydrogène et de la Tour Eiffel que de l'avoir éclairé en vert, grâce au groupe électrogène d'EODEV et en soi, grâce aussi à la pile combustible Toyota. On ne va pas se le cacher. Deuxième partenariat, c'est iSetco. Donc, iSetco, c'est une société un peu d'actifs. C'était le but, c'est de développer un écosystème hydrogène sur Paris. Donc, pour résumer, notre volonté, c'est de faire rencontrer finalement l'offre et la demande. Quand je dis offre, c'est notre gamme de véhicules, donc la Mirai, un véhicule à hydrogène. C'est aussi des stations hydrogène, c'est aussi l'hydrogène lui-même. Et puis la demande, c'est l'usage au travers des taxis Hype, donc société de taxi qu'on voit dans les rues de Paris, généralement bleues, avec des jolis petits nuages, et donc qui roulent avec des Toyota Mirai.
La volonté de i7Co, c'est de pouvoir aussi développer ce qu'on fait avec la société Taxi Hype, c'est de pouvoir le reproduire aussi auprès d'autres sociétés de taxi, entre autres en région parisienne. Et puis, pour viser, là aussi, on parlait de flotte captive avec Élise chez Vinci, mais c'est typiquement l'exemple d'une flotte captive. Et je dirais, les taxis sont des flottes captives qui permettent, je dirais, de montrer la décarbonation de la mobilité. Où en est i7Co aujourd'hui? En début d'année, il y a eu l'achat d'une société de taxi qui, pour venir compléter, je dirais, le parc. Et ce parc qui était de 600 véhicules diesel est en train d'être changé et de basculer avec des Toyota Mirai. Et finalement, pour répondre, je dirais, à la consommation d'hydrogène, il y avait déjà quelques stations. Il y en a 2 nouvelles qui vont apparaître, dont une porte de Saint-Cloud qui permettra, entre guillemets, de pouvoir faire le refuel des véhicules très simplement. Troisième partenariat concret de Toyota en Europe, c'est la société, le fabricant de bus Caetano. Alors, c'est un peu moins connu en France, mais très connu en péninsule ibérique et dans le monde entier. Mais comme c'est un partenaire de très longue date pour Toyota en Europe, il est aussi distributeur de différentes marques, mais aussi de la marque Toyota au Portugal. Il y a aussi énormément de relations, on va dire, techniques. Et bien, Toyota a développé en partenariat avec Caetano ce bus pour le transport public. Donc là, on est vraiment dans la mobilité lourde. On parlait de flotte captive. Là aussi, les bus de ville et les cars de tourisme sont des flottes captives pour justement multiplier les usages des piles à combustible dans la mobilité. Donc ce bus, pour l'anecdote, on l'a prêté pendant 2 mois à la RATP, qui l'a testé en effet sur la ligne 189, entre autres. Et il n'y a pas eu de souci, c'est un bus électrique, mais l'énergie électrique ne provient pas de batterie, elle provient de la pile à combustible Toyota. Pile à combustible qui est finalement la même que l'on retrouve dans la Mirai et qu'on retrouve dans le groupe électrogène ou dans le Range Extender que je vous ai présenté. Tu m'avais fait un petit teasing, Pierre, mais oui, en effet. On parlait de mobilité terrestre, mais les ambitions de Toyota sont un peu au-delà. On parle de mobilité lunaire. Je dirais, Toyota est partenaire depuis 2019 de l'agence spatiale japonaise. Et c'est vrai que là, il y a un retour, je dirais, sur la Lune par rapport à l'histoire aussi de la pile à combustible, le programme Apollo. Eh bien, Toyota est en train de développer des engins lunaires qui pourront circuler. Peut-être qu'on pourra développer une autoroute Vinci sur la Lune, pourquoi pas. Mais bon, plus concrètement, la mobilité terrestre pour Toyota, c'est à la fois des trains. Donc là, Stéphane, je te laisserai expliquer les enjeux du transport ferroviaire et de la pile à combustible. En tout cas, c'est déjà quelque chose qui est concret au Japon sur les trains à hydrogène. On a une expérience aussi sur les poids lourds, on apprend. On a un programme pilote de camions à pile à combustible aux États-Unis sur le port de Los Angeles, la ville de Los Angeles qui est une des villes les plus polluées au monde. Donc voilà, on est en train de travailler sur ces éléments. Il y a aussi les chariots élévateurs. Et puis tout à l'heure, j'ai abordé aussi le cas de Woven City. Donc Woven City, c'est vraiment un projet de Toyota important. C'est finalement un laboratoire des mobilités à taille réelle. C'est une ville qui est en train de construire Toyota au pied du mont Fuji et où est testée toutes les solutions de mobilité, dont l'hydrogène. Et c'est une ville qui pourra accueillir pas loin de 3000 habitants, qui accueillera, ici on est un cadre qui accueille des startups, c'est un peu la même chose. Là-bas, ça sera pour tester entre guillemets tout un tas de solutions, mais avec des vrais habitants et pour voir entre guillemets la réalité, la faisabilité et de les améliorer en tout cas. Donc Toyota est un constructeur, je dirais, automobile, mais sa stratégie, c'est plus un constructeur automobile, c'est vraiment d'être un opérateur de mobilité, en tout cas d'être transformer une entreprise de mobilité. Et puis, je terminerai sur cette dernière slide. C'est vrai que je me suis présenté rapidement en disant que j'étais de Toyota Europe, mais je travaille au sein de la division olympique. Alors, c'est une cellule qui est basée à Paris. On a une vingtaine de personnes et notre mission, c'est d'activer le partenariat qu'on a avec les 2 comités internationaux qui sont le comité international olympique et le comité international paralympique. On a ce partenariat depuis 2015 et pour nous, Paris 2024, finalement, c'est un enjeu majeur pour démontrer notre savoir-faire
et de montrer aussi notre vision d'une société hydrogène et que Toyota est devenue aussi une entreprise de mobilité. Donc, tout ce que je vous ai un peu présenté là, ces dernières minutes, tous les produits, vous pourrez normalement, et si tout va bien, les recroiser. Et en tout cas, peut-être de vous en présenter d'autres aussi qui arriveront sur Paris 2024. Je vous remercie de votre attention. Et puis, Pierre, si tu as des questions. Un grand merci, Sylvain. On a bien compris l'approche globale de Toyota, très systémique, bien au-delà des véhicules. Déjà avec une diversité de véhicules qu'on ne soupçonne pas toujours, et puis bien au-delà du simple véhicule, avec la production, la distribution, l'opération, les taxis hype, etc. Oui, il y a 2 questions online. Alors, une rapide, Sylvain. Par exemple, pour la flotte de taxis hype, le coût d'un plein hydrogène, est-ce que tu as l'ordre de grandeur en tête? Donc, 5 kg d'hydrogène à combien du kilo dans une Miraille? C'est vrai que c'est une bonne question. Je t'avouerai que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas connaissance de ce point-là, donc je préfère pas dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'hydrogène est autour du 10 € le kilo, mais peut-être que par rapport à cet écosystème qui a été développé, il y a peut-être un tarif différent. Mais voilà, je préfère pas m'avancer entre guillemets sur ce point. Je le connais pas. Je suis pas assez impliqué dans le projet i7Co. C'est un projet qui est vraiment géré par aussi Toyota en France. Donc voilà. Très bien. Autre question aussi online sur les annonces récentes de Daimler, de Volvo et Volkswagen sur leur association sur un réseau de charge électrique pour les poids lourds. Donc, la question de Julien Michel sur les poids lourds, comment comprenez-vous le choix de l'électrique pour Daimler, Volvo et Volkswagen? Ça, je ne commenterai pas la stratégie de nos camarades, mais voilà, c'est leur choix. C'est leur choix. C'est vrai qu'il y a une discussion sur comment on va évoluer, et en particulier la mobilité lourde. La mobilité lourde est un enjeu, en effet, pour la transformation énergétique, pour l'évolution du parc. On parlait du parc. Et c'est vrai qu'il y a, entre guillemets, toujours ce débat, c'est quelle est la technologie la plus efficiente? Pour nous, elle est claire. On a toujours cherché au meilleur coût, la meilleure efficacité. Et notre analyse par rapport à la mobilité lourde, c'est vrai que c'est le pilier hydrogène nous semble le mieux, le plus en adéquation en tout cas. Oui, c'est ce qu'on a compris de ta présentation, plutôt sur la longue distance et sur le trafic lourd. Un complément, pas sûr qu'on puisse le dire aussi clairement. Rappelons que Daimler et Volvo en 2020 ont annoncé des partenariats sur l'hydrogène. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait le choix de l'électrique. Ils poursuivent les deux à date. Daimler et Volvo notamment, ils ont annoncé ces partenariats sur les réseaux de charge pour le véhicule électrique à batterie, mais ils ont annoncé aussi un partenariat l'année dernière sur le véhicule à hydrogène pour les poids lourds. Une dernière question que je me permets, du coup, de ta présentation. Est-ce qu'il est juste de dire que la stratégie de Toyota sur l'hydrogène, c'est plus sur la pile que sur le véhicule, qui semble être le point central finalement? On parlait de réduction de coûts. La réduction de coûts va venir sur la massification. Et la massification, c'est en effet la multiplication des usages. Donc oui, il y a la mobilité, mais je dirais le besoin en énergie n'est pas uniquement pour la mobilité, elle est sur plein d'autres activités, entre autres les groupes électrogènes, qui est une des solutions déjà proposées. Voilà. Donc en effet, la massification, c'est quelque chose d'important. On a annoncé avec le lancement de la 2e génération de Miraille, alors c'est pas lié à la Miraille uniquement, mais vraiment sur toutes les applications de la pile à combustible, de viser 30 000 piles à combustible. Voilà. Donc on multiplie quasiment par 10 les volumes par rapport à la première génération. D'accord, très bien, merci. On va passer de la route au rail. Et je passe la parole à Stéphane de Alstom. Merci beaucoup Pierre et bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Cabat, je suis en charge chez Alstom en fait de la mobilité qu'on appelle Smart and Green, qui est un pilier en fait stratégique très clairement assumé et affiché par tout le groupe Alstom. Alors en quelques mots, je vais juste donc repositionner le groupe Alstom dans le monde du ferroviaire. Et plus largement des mobilités. Alstom aujourd'hui, c'est 75 000 personnes, parce que ça n'aura pas échappé à chacun d'entre nous. Nous avons en fait, racheté le groupe Bombardier, qui fait partie maintenant effectivement d'Alstom, depuis le 1er février 2021. Donc on a vraiment pris une dimension de leader mondial extrêmement important.
Le chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui, c'est 17 milliards d'euros. Et on est présent sur l'ensemble des différents segments du ferroviaire. Donc ça va effectivement du ferroviaire type tramway, en passant par des trains régionaux, en passant par les trains à grande vitesse, dont je m'occupais jusqu'à aujourd'hui. On a également une forte présence dans le domaine du fret, avec des locomotives, et également des engins du type monorail, et aussi une présence dans la partie en fait autonomie, avec quelques participations dans des entreprises qui travaillent sur les solutions mobiles autonomes. Donc on a vraiment un très large portefeuille aujourd'hui, et le domaine de ce qu'on appelle effectivement les mobilités vertes sont clairement la priorité du groupe pour les années à venir. Alors pourquoi et là j'ai commencé effectivement par une slide qui rappelle effectivement les grands engagements qui ont été pris en fait à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, à savoir que l'Europe aujourd'hui, dans le cadre effectivement des grandes ambitions des verdissements de l'économie, a affiché les fameux objectifs 2050 en termes de net zéro émission, comme on le dit en anglais. Donc, la fameuse neutralité carbone, c'est un objectif clairement affiché au niveau de l'Europe, et le domaine du ferroviaire souhaite fortement y contribuer. Et c'est un levier important dans le domaine des verdissements, d'une part parce que aujourd'hui dans le monde, un certain nombre de flottes de trains sont toujours propulsées avec des solutions diesel, et d'autre part parce que il y a également d'autres segments comme le routier, comme l'aérien également, qui subissent une forte pression pour pouvoir effectivement faire une bascule dans le domaine des ferroviaires. Donc, on n'est pas contre la voiture du tout. Hein. Je n'ai pas mis une tranchée entre mon voisin de gauche et moi, mais il est clair qu'il y aura effectivement des complémentarités à réinventer. Mais aujourd'hui, quand on reprend le domaine du fret ferroviaire qui représente en France 9%, c'est très peu par rapport à ce que ça a été dans le passé. Dans le passé, il y a 10-15 ans, on avait un fret ferroviaire qui était à 20% en France. Donc, il y a vraiment un déclin qui est significatif au profit du routier, donc au profit de solutions qui sont par définition très polluantes. Et aujourd'hui, il est clair que la puissance publique, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, voire même au niveau mondial, hein, on voit actuellement ce qui se passe avec l'administration Biden aux États-Unis, il y a une forte pression, ou en tout cas un fort encouragement de réfléchir à ce qu'on appelle effectivement du transfert modal, pour que cette part de 9% en France soit augmentée et réatteigne des valeurs qui soient à minima 20%, et permettant ainsi donc de verdir à la fois les flottes de trains que nous avons actuellement, et de vernir globalement l'économie pour être en mesure d'atteindre les objectifs 2050 de neutralité carbone. Donc c'est un travail effectivement qui est massif. Alstom souhaite effectivement y contribuer en tant que leader, un des grands leaders mondiaux. Hein. Donc on est numéro 2 derrière les Chinois. Devant nous, il y a le groupe CRRC, donc qui est numéro 1 mondial. Donc Alstom numéro 2. Et il est clair que de par notre positionnement et de par l'emprise qu'on peut avoir en termes de flotte installée sur l'ensemble du réseau mondial, je pense qu'on a un rôle à jouer. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un premier appel sur ce contexte, effectivement, d'urgence écologique, d'urgence environnementale. Comme le disait un certain président, la maison brûle, et je pense qu'on a besoin de faire quelque chose, tous collectivement, pour améliorer la situation, l'environnement, et faire un monde qui soit soutenable pour les générations à venir. Alors, dans quel contexte on se situe et pourquoi le domaine du ferroviaire peut effectivement contribuer au verdissement? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le fait que, à l'échelle effectivement européenne, on a aujourd'hui, grosso modo, 50% du réseau ferré européen qui n'est pas électrifié. Ça, c'est un constat, c'est factuel. Donc, vous avez, si je prends le cas de la France, par exemple, le réseau ferré français, c'est 33 000 km, grosso modo. Alors en France, on a un peu plus d'électrification, donc on a grosso modo 40% de réseau qui n'est pas électrifié. Sur ces réseaux, vous avez différents types de circulation. Vous avez des trains régionaux
qui circulent aujourd'hui. Hein. Vous avez les fameuses petites lignes, qui est un grand sujet qui reprend en fait, qui est un des enjeux justement, notamment inscrit à l'agenda politique. Donc les politiques en parlent très souvent de ces petites lignes dans les territoires. Et vous avez le fret. Vous avez effectivement des trains de fret qui aujourd'hui traversent la France avec des locomotives diesel parce que il y a certaines sections qui ne sont pas électrifiées. Donc, notamment les bouts de ligne. Lorsque vous arrivez sur un port pour décharger ou charger un train de fret, ces bouts de ligne qui sont, je sais pas, 30 km, 50 km, ne sont pas électrifiés. Et donc, pour faire 800 km, dont grosso modo 700 sous caténaire, les chargeurs, pour des raisons de praticité, utilisent des solutions qui sont des locomotives diesel. Ce qui est une aberration écologique, parce que vous avez en fait du diesel qui circule sous une grande partie du réseau effectivement électrifié. Donc on réfléchit, et ça fait partie effectivement des axes qui sont stratégiques majeurs pour Alstom, c'est de réfléchir en fait pour une solution qui permette à une locomotive électrique de pouvoir effectivement enclencher, rentrer dans un réseau, dans une partie du réseau qui n'est pas électrifié, avec une solution hydrogène qui pourra lui apporter l'énergie et la puissance et le courant nécessaire. Donc, premier constat, un réseau européen qui est majoritairement effectivement non électrifié. Ensuite, vous avez tout un paramètre en fait économique. Aujourd'hui, les solutions diesel qu'on retrouve dans le ferroviaire sont propulsées effectivement par du diesel. Et le diesel, aujourd'hui, est un élément en fait qui a une fluctuation notamment à la hausse pour des raisons fiscales, parce que dans les politiques nationales et européennes de verdissement de l'économie, il est clair que la taxation du diesel est un élément important. Premièrement. Deuxièmement, vous avez effectivement le sujet des émissions de CO2. J'en parlerai après. Les trains aujourd'hui qui sont sur le réseau européen, mais aussi dans le monde, sont des trains qui émettent beaucoup de CO2. Donc, il y a des projets dans le cadre des diesel ban qui commence à fleurir de partout. Je vous rappelle qu'effectivement en France, sous la présidence Pépi, à l'époque effectivement de la ministre Madame Borne, le diesel ban à l'horizon 2035 a été confirmé par les politiques et par les personnes effectivement en responsabilité. Donc, ce sujet du diesel ban, qui n'est pas que français, hein, qu'on retrouve dans plusieurs pays européens, mais aussi à l'échelle mondiale. Je pense encore une fois aux États-Unis, qui est un très fort contributeur en émissions de CO2, notamment au niveau du fret ferroviaire, parce qu'ils ont un réseau de fret ferroviaire extrêmement important et qui est quasiment non électrifié. Là aussi, il y a un sujet. Donc, ces coûts induits par un diesel, effectivement, le coût du diesel qui peut augmenter, enfin qui va augmenter, ainsi que les taxes CO2, vont remettre en question la pérennité économique des solutions qui sont aujourd'hui propulsées par du diesel. Ça, c'est un premier sujet. Donc, ensuite, vous avez effectivement tout, donc diesel ban, j'en ai déjà parlé. Les problématiques effectivement de bruit, c'est un sujet important. Des trains font du bruit, c'est quelque chose de factuel. Un train diesel fait encore plus de bruit effectivement qu'un train électrique. Donc, il est clair que le passage à une solution qui soit hydrogène permettra d'améliorer grandement les différents paramètres, hein, donc à la fois CO2, on l'a déjà vu avant, mais aussi les émissions de bruit, notamment dans les zones urbaines, parce que beaucoup de trains et beaucoup de locomotives sont opérés dans des zones qui sont urbaines. Et ensuite, donc les zones urbaines, effectivement, j'en parlais à l'instant. Donc, on a de plus en plus, effectivement, ces fameuses zones de ZFE, donc les fameuses zones à faible émission. Ces zones-là qui permettent effectivement en fait à améliorer la vie de nos concitoyens qui vivent en ville ou en tout cas dans des zones périurbaines. Il est clair que l'implémentation de ces types de zones à faible émission vont pouvoir favoriser l'émergence de solutions type hydrogène pour pouvoir effectivement satisfaire les critères qui sont aujourd'hui exigés par la puissance publique pour pouvoir effectivement opérer dans ces territoires-là. Donc, tous ces paramètres-là,
milite, bien évidemment, pour l'émergence de solutions vertes, dont l'hydrogène fait partie. Alors, je parlerai aussi un peu des batteries. Il y a un sujet batterie, effectivement, qui existe dans le domaine des ferroviaires, mais lorsqu'on parle de longue distance et d'autonomie importante, l'hydrogène est la solution la plus pertinente. Alors, Alstom s'est inscrit résolument dans cette démarche depuis un certain temps. On a commencé effectivement à réfléchir à la question de l'application du ferroviaire, de l'hydrogène dans le ferroviaire, à partir de 2014. Donc 2014, pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il y avait une volonté effectivement très forte de la part des lenders de pouvoir accélérer le déploiement de solutions vertes. Vous savez effectivement que les verts en Allemagne ont un poids politique extrêmement important. Donc, porté par cet élan politique allemand, on a effectivement pu bénéficier de fonds de la part de lenders allemands pour nous aider effectivement à lancer les développements dans le domaine des ferroviaires. Donc là, vous voyez dans l'image bleue, vous voyez en fait un demi-train. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le train Lint, le train E-Lint, donc qui fait partie de la gamme des produits Alstom, qui est un train régional qui a été vendu en très grande quantité, notamment sur les réseaux allemands, et qui jusqu'à aujourd'hui était propulsé par des solutions diesel. Donc l'idée qu'on a eue était en fait de retirer tous les packs diesel qui étaient contenus dans ces trains-là et de les remplacer par 3 éléments principaux. Donc, on retrouve effectivement sur la slide. Vous avez la pile à combustible, qui est un élément absolument essentiel, pour des raisons évidentes de production d'énergie. Vous avez le stockage de l'hydrogène et vous avez la batterie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et la grande difficulté qu'on a dans le domaine des ferroviaires, c'est qu'un train est contraint en termes de masse, en train est contraint en termes de volume. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un train est fait avant tout, pour transporter des passagers. Donc, on ne peut pas effectivement dire qu'on va utiliser la moitié du train pour pouvoir effectivement stocker les piles à combustible ou les réservoirs d'hydrogène, ainsi que les batteries. Donc, l'ingéniosité et le niveau de technicité qu'on a dû déployer pour pouvoir créer cette solution, lancer la solution, a été de trouver, de dégager des volumes pertinents, à la fois en toiture, mais aussi en sous-châssis, sans contraindre, sans réduire la capacité du train. L'objectif, encore une fois, est d'avoir un train qui permet de transporter, dans ce cas de figure, 150 passagers, avec une autonomie de 1000 km. Donc, le point très important dans le domaine de l'hydrogène, c'est pas faire du diesel moins performant. C'est faire du diesel sans diesel au niveau des performances, donc même autonomie, même pas de maintenance, donc avoir des contraintes effectivement qui soient pas dégradées par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans le cas du diesel, et permettre effectivement d'embarquer 150 passagers, comme on avait auparavant dans les trains diesel, et de rouler à la même vitesse, 140 km/h, comme on avait auparavant dans le cas des trains diesel. Voilà. Donc ça, on est en termes de performance technique à minima, enfin globalement au moins équivalent, je pourrais le dire comme ça, que les solutions qu'on avait auparavant, même en mieux, parce qu'on n'a plus de CO2 dégagé, on n'a pas de NOx et on n'a pas également des particules fines. Donc c'est vraiment un triple avantage au bénéfice de la collectivité, d'où l'intérêt de la solution qui a été très porté par les lenders allemands et qui maintenant s'exporte partout dans le monde, et je vais y arriver juste après. Un petit point important sur la batterie. Vous voyez ici une batterie, juste pour dire pourquoi il y a une batterie qui apparaît ici, c'est que sur un train, une pile à combustible produit en permanence la même puissance. On ne cycle pas la pile à combustible pour des raisons de durée de vie, pour des raisons en fait de lifetime dans le temps. Donc on a besoin de la maintenir à une puissance constante. Ce qui veut dire que la batterie a un rôle dans ce cas-là de stockeur d'énergie pour pouvoir apporter un surplus d'énergie lorsqu'il y a une accélération du train, par exemple, et lorsque la pile à combustible ne fournit pas suffisamment de puissance, ou alors le cas inverse, de stocker l'énergie dans la batterie lorsque le train freine ou demande moins d'énergie que ce que produit la pile à combustible. Donc la batterie est un élément extrêmement important aussi dans la constitution de la chaîne de traction des trains hydrogène régionaux.
Alors, le bénéfice environnemental, bien évidemment, ça c'est le sujet qu'on porte aujourd'hui au niveau de la France et au niveau de l'Europe, bien évidemment, c'est de dire qu'un train, c'est 700 tonnes de CO2 par an réduit, non émis. Sur une flotte de 30 trains, donc il y a beaucoup d'opérateurs régionaux effectivement qui ont des flottes de 30 trains, ça veut dire qu'on a 22 000 tonnes de CO2 par an qui n'est pas émis. C'est un équivalent de 12 000 voitures, ce qui n'est quand même pas rien, c'est pas négligeable. On a fait effectivement des simulations assez récemment dans le cadre des démarches qu'on a avec l'Europe. Aujourd'hui, si on équipait l'ensemble du parc accessible de trains régionaux ainsi que des locomotives sur le marché européen qui sont aujourd'hui propulsées par des solutions diesel, on pourrait réduire de 7 millions de tonnes les réductions de CO2. Donc c'est absolument significatif, énorme. C'est pour ça que l'intérêt effectivement du ferroviaire est d'autant plus marqué, déterminant au travers ces réductions effectivement de CO2. Mais il y a aussi les particules fines. Les particules fines, c'est un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, je lisais encore hier dans la presse, en France, 100 000 décès sont causés par des problèmes d'environnement, de pollution de l'air. C'est énorme, c'est 17% des décès, c'est quasiment un décès sur 5 qui est lié effectivement à ça. Les particules fines, et moi je travaille beaucoup avec l'ADEME, parce qu'on a beaucoup de collaboration avec eux, c'est un sujet effectivement, les fameuses PM10, c'est un sujet qui est très important, très d'actualité, et sur lesquels il faut absolument, collectivement, qu'on fasse un effort par rapport à ça. Ces solutions-là réduisent également les particules fines de manière très significative par rapport aux solutions diesel. Alors, on a commencé quand l'aventure donc 2014, première réflexion effectivement qu'on avait pu avoir. Le train est arrivé sur le marché, parce que c'est un marché. On a eu 2 premiers trains qui ne sont pas des prototypes, hein, ce sont des trains avec des passagers à l'intérieur, qui font 1000 km par jour et qui, jusqu'à aujourd'hui, ont fait plus de 100 000 km sur le réseau allemand. Donc, on était en 2018. Ça fait 2 ans que ces trains sont en circulation et on a utilisé différents réseaux, différents pays pour démontrer que ce train n'est pas un train que pour l'Allemagne, bien évidemment, mais un train universel qu'on peut utiliser sur plusieurs réseaux. Donc, on a fait une démonstration aux Pays-Bas en février 2020. On a fait en novembre 2020 une démonstration en Autriche. On a fait récemment, je n'avais pas tout à fait mis à jour le slide, on a fait récemment une expérimentation en Pologne, donc au mois d'avril 2021, et on espère très rapidement venir en France avec des solutions avec une vitrine qu'on va pouvoir effectivement montrer sur les réseaux français. Donc, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne, qui à chaque fois a permis effectivement de certifier la faisabilité de cette solution par rapport aux différents types de réseaux européens sur lesquels il a circulé. Donc, c'est une très, très bonne performance, même si, encore une fois, on va devoir effectivement améliorer. Il y a des marges de progression sur des plans techniques et aussi au niveau des coûts, et j'en reparlerai un petit peu après. On bénéficie en Europe d'un momentum qui est très positif. Donc, on a eu en fait différentes commandes de trains régionaux, sachant que on peut avoir différents types de trains régionaux. On a les trains 100% hydrogène, celui qu'on a vu juste avant et qu'on voit en haut à gauche, et on peut avoir des trains bimodes, donc des trains qui sont équipés d'un pantographe, donc ils peuvent utiliser l'énergie de la caténaire, hein, qui provient de la caténaire pour pouvoir effectivement circuler, et en même temps embarquer une solution hydrogène pour que ce même train qui sort du réseau électrique puisse toujours se mouvoir, toujours bouger grâce à la pile à combustible. Donc, c'est le cas de la France. Vous voyez effectivement France Régiolis H2. 4 régions françaises, début 2021, ont confirmé une commande de 14 trains. Donc pour nous, c'est un très beau succès et nous sommes très contents de cette démarche-là offensive sur le verdissement effectivement des flottes. Donc ce train Régiolis, c'est un train bimode qui circulera à la fois sur le réseau électrique, mais également sur les réseaux qui sont dépourvus effectivement des caténaires. Donc l'Allemagne a passé d'autres commandes. L'Italie, c'est un cas aussi intéressant. FNM, c'est un opérateur régional dans le nord de l'Italie qui s'inscrit un peu dans tous les projets qu'on voit apparaître, qu'on appelle un peu d'hydrogène vallée. Vous savez que l'Europe aujourd'hui milite très fortement pour créer en fait un ensemble très cohérent sur le plan effectivement de la chaîne de valeur hydrogène,
Et donc, il y a plusieurs projets du type celui pour lequel on a réussi à vendre des trains effectivement dans le nord de l'Italie, hein, c'est au nord de Milan. Donc, on a vendu effectivement 14 trains également pour pouvoir, donc qui seront 100% hydrogène, ceux-là, pour pouvoir effectivement remplir des besoins de verdissement de liaisons ferroviaires dans une partie nord de l'Italie. Et vous avez en bas des discussions qui sont en cours aujourd'hui pour pouvoir là convertir des trains existants. Parce que la grande différence effectivement qu'on a entre le train et la voiture, c'est la durée de vie du train. Un train, ça dure 40 ans, 30-40 ans. Donc, on a des trains qui ont été mis sur le marché il y a 20 ans, qui ne sont pas encore en bout de course. Et l'idée qu'on a, c'est de pouvoir apporter des solutions, non seulement sur des solutions qui sont nouvelles, comme on a vu effectivement juste au-dessus, mais des solutions qu'on appelle du rétrofit, en quelque sorte, de la rénovation de trains au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. On profite de ce qu'on appelle l'opération mi-vie pour pouvoir, en fait, réinjecter une nouvelle traction, sans tout démonter, sans tout refaire, dans ces trains qui auparavant étaient effectivement propulsés par du diesel. Donc c'est le cas du marché anglais. Il y a une forte propension du réseau anglais qui n'est pas électrifié. Là aussi, la solution hydrogène est tout à fait pertinente. Un petit mot sur batterie versus hydrogène, parce que tout le monde pose la question à chaque fois en disant comment ça fonctionne, la batterie par rapport à l'hydrogène, si un train 100% batterie, ça pourrait faire sens également ou pas. Il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est 80 km. En dessous de 80 km d'autonomie, la batterie fait sens. Donc, ce qui veut dire que tout le marché européen n'est pas forcément un marché qu'on va pouvoir effectivement adresser avec une solution hydrogène, parce qu'il y a beaucoup de trains qui ont des besoins d'autonomie relativement réduits, qui sont en dessous de 80 km. Au-dessus de 80 km, la solution hydrogène est pertinente. Alors après, vous pourrez me dire très bien, mais on pourrait aussi électrifier ces lignes. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, on rentre dans une problématique de coût. C'est que électrifier une ligne, donc mettre une caténaire sur une ligne ferroviaire, dans les deux sens d'ailleurs à ce sujet, c'est 3 millions, 2 millions, 3 millions d'euros du kilomètre. Donc, c'est pas négligeable. Ça pèse très lourd dans les capex des différents gestionnaires d'infrastructures. Et c'est pour ça que dans le cas où la fréquence n'est pas énorme, autant pour un réseau suburbain du type RER, ça fait sens effectivement d'électrifier. Lorsque vous êtes effectivement en Lozère, c'est beaucoup moins évident de passer à une électrification parce que vous n'avez pas la fréquence effectivement qui va bien et qui permettra de justifier en fait le coût d'investissement lié à la caténaire. Alors là, c'est une image effectivement épouvantable, mais c'était la réalité et ça l'est encore dans certains pays. C'est l'image de gauche qui montre effectivement l'impact en termes de pollution d'une locomotive. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'on a commencé l'expérimentation sur du train régional dans des puissances qui sont de 300-400 kW, des piles à combustible. On vise également le fret. Et le fret, diesel, c'est ça. C'est l'image de gauche. C'est une pollution épouvantable. C'est des trains qui traversent l'intégralité des territoires américains avec ce type de machine, et donc qui polluent affreusement et pour lesquels il faut qu'on trouve collectivement des solutions. Donc là aussi, on réfléchit effectivement, et nos ingénieurs travaillent activement sur la question du verdissement du fret. Donc on a deux cas de figure. À droite, on a ce qu'on appelle le heavy freight, donc le fret lourd, qui sont des trains en France qui font 2000 tonnes. Je rappelle qu'un train régional, ça fait 100-150 tonnes. Là, on parle de 2000 tonnes, donc il nous faut plus de puissance. Absolument clair. Donc il y a des développements qui sont en cours aujourd'hui avec des piles à combustible de très grande puissance. Et vous avez également donc ce qu'on appelle le shunting en anglais, mais qui correspondent en français à des locomotives de manœuvre qui, elles, circulent moins en termes de distance, mais interviennent dans des zones urbaines ou périurbaines pour tout ce qui est travaux ou tout ce qui est en fait traitement des wagons de fret. C'est-à-dire qu'elles vont chercher les wagons de fret pour constituer un train de fret. Ces locomotives-là sont extrêmement dommageables, extrêmement polluantes et très dérangeantes par rapport à l'environnement urbain dans lesquels les populations habitent. Donc, ce segment-là fait partie également des stratégies de verdissement visées par Alstom. Et puis, pour terminer, on a cette dernière slide qui montre que le train
où le verdissement du train, où l'hydrogène dans le cadre du train n'est pas un élément isolé. Et on ne veut pas faire comme ça. Nous, on veut intégrer le train en tant que cas d'usage, hein, parce qu'on parle effectivement des cas d'usage, mais au même titre que d'autres cas d'usage. Et on a vu avant le routier, les camions, on a vu la voiture. On a aussi au niveau des ports, on a aussi le maritime. Il y a des besoins dans le cadre du maritime assez importants en termes de consommation d'hydrogène. Hein. On parle de générateurs statiques qu'on pourrait installer sur les ports. Donc tout ceci fait que on souhaite s'inscrire dans une chaîne de valeur, un peu du puits à la roue, comme on l'a dit, de l'hydrogène à l'échelle européenne à minima, mais aussi mondiale, hein, parce qu'on a aussi des velléités sur l'Australie et les États-Unis. Donc s'inscrire dans cette chaîne de valeur globale entre l'énergéticien qui va produire l'hydrogène vert, c'est ce qu'on espère, celui qui va distribuer l'hydrogène et les cas d'usage, les différents cas d'usage, comme le train ou la maritime ou le camion. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là, effectivement, dans laquelle on est inscrite, et puis aussi une démarche de collaboration industrielle, parce que Alstom, effectivement, a besoin d'avoir des compétences dans le domaine des piles à combustible, et on a procédé à l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Elion, le 1er avril 2021, dont la pertinence n'est plus à démontrer et qui devrait nous apporter des solutions pertinentes sur l'ensemble de ces besoins collectifs. Voilà. Donc, merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Merci Stéphane, ça tombe bien. Donc, sans perdre de temps, quelques questions pour toi. Sur le fait que Alstom ait commencé ses expérimentations en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne avant la France? Est-ce que c'est lié au fait que la France est plus intéressée par les modèles dual mode, avec des pantographes également, ou pourquoi d'abord l'Allemagne? Non, mais l'Allemagne, bon déjà, il y a un parc important en Allemagne de trains diesel, donc ça justifiait des réflexions très poussées très tôt de la part des Allemands pour les verdissements effectivement de leur flotte. Deuxièmement, il y a un effet politique. Il est clair que les Allemands, en 2014, avaient déjà des visées pour pouvoir verdir leur économie. Parce que les Verts, hein, les Grünen en allemand, sont assez influents dans le paysage politique allemand. Donc, il est clair que cette conjonction d'événements a fait que la réflexion a démarré plutôt en Allemagne qu'en France. Mais la France n'a pas resté en dehors de la course. Parce que la France, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France a confirmé au travers 4 régions françaises. Hein. Donc, vous avez Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 4 régions françaises ont confirmé une commande de 14 trains bimode, qui sont plus lourds, plus complexes et qui vont effectivement répondre à des besoins de transport régional sur l'ensemble du réseau français. Et c'est qu'un début. C'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il y a bien évidemment, à la fois en rétrofit, mais aussi en nouveaux matériaux, des besoins sur les réseaux français. Donc voilà, donc c'est un peu le cours de l'histoire qui a fait que l'Allemagne a été le point de départ. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'Allemagne et la France sont sur un pied d'égalité au travers des commandes qui ont été confirmées par la France aujourd'hui. Ok, très bien. Sur les chiffres de baisse de CO2 annoncés sur les trains régionaux full hydrogène, est-ce qu'ils sont spécifiques au mix énergétique du pays, de la France et de l'Allemagne? Ou est-ce que c'est juste on remplace les diesels par de l'hydrogène décarboné? Comment ils sont calculés ces chiffres-là? Alors, ces chiffres-là ont été calculés en fait par rapport à un mix énergétique qui est plus celui de la France que l'Allemagne. Alors, il est vrai qu'en Allemagne, effectivement, la part des charbons est plus importante qu'en France. Voilà, donc ce qui veut dire qu'effectivement, si on traduisait en fait ces chiffres-là en version allemande, on aurait encore des éléments supérieurs aux chiffres que vous avez vus ici. Donc là, on est plus sur un mix énergétique qui est celui effectivement que nous avons en France, avec une part effectivement du nucléaire qui est importante. D'accord, et pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, la part du mix énergétique est là et pour produire de l'hydrogène décarboné, pour les électrolyseurs, et pour charger la batterie embarquée. Oui, ça? Oui, absolument, ça correspond à ça. C'est la production parce que nous, ce qu'on vise, c'est pas de l'hydrogène gris, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène gris existe déjà. Hein, c'est un élément constitutif de l'économie hydrogène en 2021. On est encouragé et on milite dans cette direction-là pour avoir des solutions d'hydrogène vert
qui soit produit à partir d'électrolyseurs. Et on a la chance de bénéficier de grands plans européens, les plans de relance, les fameux IPCEI, qui sont les grands programmes européens effectivement stratégiques. L'hydrogène en fait partie, donc on a beaucoup de chance aujourd'hui. Et l'objectif de la Commission européenne est d'avoir de l'hydrogène vert le plus possible sur l'ensemble des territoires européens. Très bien. Alors, j'élargis un peu. Il y a une question qui est plutôt une remarque que je vais essayer de synthétiser pour vous trois, qui consiste à dire que l'intervention publique, d'après Monsieur Liotto, ne doit pas se limiter à des mesures punitives. On parlait du diesel ban, qui est d'ailleurs autant sur le ferroviaire que sur le routier, mais aussi à de l'investissement dans la R&D pour amener ces technologies à un niveau compétitif par rapport aux technologies de moteurs à combustion, d'hydrocarbures qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce point de vue du besoin sur les prochaines années d'un soutien public pour arriver à la compétitivité des solutions à hydrogène? Oui, peut-être que je vais commencer par répondre effectivement sur cette thématique qui pour nous est très importante. Oui, la puissance publique a un rôle fondamental. Elle a un rôle fondamental parce qu'encore une fois, il faut créer un écosystème. Donc déjà, un train à tout seul, c'est pas Alstom par sa volonté qui pourra effectivement générer un écosystème hydrogène partout en Europe et partout dans le monde. Donc le soutien de la puissance publique pour pouvoir structurer l'écosystème est absolument fondamental, premièrement. Deuxièmement, le soutien de la puissance publique pour pouvoir effectivement générer une massification ou une coordination entre les différents secteurs ou les différents cas d'usage est aussi fondamental. Je prends un exemple. Le fret, les locomotives qu'on a évoquées juste avant, ces locomotives sont des engins de grande puissance. Et on se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas des commonalités, des synergies avec le secteur du maritime. Parce que dans le cas du maritime, vous avez effectivement besoin de grande puissance également. Donc, toutes ces combinaisons pourraient permettre de pouvoir massifier la production de piles à combustible, parce que le stack dans les piles à combustible, c'est un élément qui pèse très lourd. Et si on peut bénéficier des mêmes stacks que ceux utilisés dans le cadre des maritimes, voire ceux utilisés dans le cadre de l'automobile, on sera les plus heureux du monde. Et ça permettra effectivement de réduire les coûts et d'avoir un coût de possession, j'ai envie de dire, qui sont les critères essentiels aujourd'hui pour les opérateurs qui investissent pendant 40 ans sur une solution ferroviaire, d'avoir un coût de possession qui soit le plus bas possible. Donc la massification, oui, c'est fondamental, et pour ça, le soutien de la puissance publique est aussi fondamental. Point de vue partagé par Toyota et VINCI Autoroutes? Oui, complètement. Et c'est déjà concret. Aujourd'hui, on voit tous les plans gouvernementaux en Europe. La France, c'est 7 milliards. En Allemagne, c'est un peu plus. Enfin, en Espagne, Italie, toutes les annonces qui ont eu lieu depuis l'année dernière, c'est exactement ça. C'est pour développer la massification et je dirais le basculement sur cette transformation, entre guillemets, énergétique que l'on vit actuellement, il faut le soutien des pouvoirs publics et il est présent. Donc en France, c'est vrai que l'acteur majeur, c'est l'ADEME et on touche à la fois, comme on disait, la recherche et le développement, mais aussi les cas d'usage au travers des écosystèmes. Très bien. Pas mieux, grosso modo, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit bien, il y a vraiment les deux aspects que Stéphane a dit, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, c'est pas une solution qui est encore compétitive, donc pour pouvoir favoriser les équipements et l'achat d'équipements hydrogène, il faut que ça devienne compétitif. Pour que ce soit compétitif, il faut que ce soit industrialisé. C'est des technologies qui demandent pas mal de capex, donc il y a besoin de le massifier. Et donc pour le massifier, aujourd'hui, on a besoin de ce soutien. Le deuxième sujet, c'est qu'en effet, moi je représente un ingénieur d'infrastructure, messieurs représentent des constructeurs, donc on est chacun sur nos silos et on a besoin une opportunité pour massifier, c'est de faire des partenariats opportuns pour trouver plusieurs usages de cet hydrogène décarboné. Et donc là, on a le rôle du pouvoir public, c'est aussi de pouvoir coordonner. Donc, c'est un peu ce que je montrais avec le projet de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en étude, mais on a un besoin d'un soutien public pour continuer à travailler sur ce projet-là. Et d'ailleurs, côté gestionnaire d'infrastructure, autoroutier, là, c'est la vision de Vinci Autoroutes. Elle est partagée par les autres gestionnaires autoroutiers ou on ne sait pas? Alors, je suis encore un peu trop récente dans ce secteur pour pouvoir répondre à Joker. Très bien. Une question online sur l'hydrogène est un gaz, alors l'inflammabilité, le risque d'explosion, voilà, plutôt pour les constructeurs que vous êtes, Stéphane et Stéphane, que dire là-dessus? Est-ce que finalement c'est pas plus dangereux que les carburants traditionnels qu'on connaît aujourd'hui?
Voilà, est-ce qu'il y a un risque sécuritaire sur… Donc oui, le sujet sécuritaire pour nous, il est fondamental. Hein. Dans le ferroviaire, on est extrêmement contraint, mais bon, je pense que c'est pareil pour la partie automobile. On est très contraint par rapport à des normes et des standards qu'on doit respecter, bien évidemment. On a fait beaucoup d'essais en avance des phases, hein, avant de mettre des passagers en 2018 dans le premier train hydrogène au monde. Ces essais ont été concluants. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, on n'est pas du tout dans une problématique, effectivement. Enfin, en tout cas, on est dans une maîtrise, j'ai envie de dire, de la sécurité qui environne les solutions de stockage d'hydrogène. En revanche, il y a un petit point important que je voulais rajouter par rapport à ça, sur le stockage, c'est que je l'ai pas dit dans ma présentation, c'est le fait que effectivement, on a comme solution de stockage aujourd'hui des solutions gazeuses. Donc, on travaille beaucoup sur le 350 bar. Le 700 bar fait partie du champ des possibles, parce que plus on monte en pression, plus on va gagner effectivement en termes d'autonomie. Même si les gains ne sont pas majeurs. En revanche, le gain majeur pourrait provenir de l'hydrogène liquide. Là, il y a un sujet. Bon, sauf que le H2 liquide, c'est stocké à moins 253 degrés. C'est pas forcément très simple. Hein, ça prend de la place sur un train. Il y a des problèmes thermiques associés à ça. Ensuite, donc voilà. Donc il y a des gros enjeux en fait par rapport au stockage de l'hydrogène. Même si on serait enclin à réfléchir collectivement là aussi, hein, avec des producteurs d'hydrogène sur l'application dans le cadre des ferroviaires de solutions liquides. D'accord, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement 2 filières de l'hydrogène à terme, une gazeuse, une liquide? On pourrait imaginer ça. On pourrait imaginer ça. Maintenant, ça va dépendre également des besoins en autonomie. Si je prends le cas du marché américain, le marché américain qui a le premier réseau au monde de fret ferroviaire. Les Américains sont pas très, pour l'instant en tout cas, axés sur le ferroviaire passager, ou en tout cas pas beaucoup par rapport à l'Europe. Mais au niveau du fret, ils ont un réseau absolument énorme. Et les distances sont colossales. Donc là, je pense qu'on va devoir trouver une solution qui sera la solution peut-être hydrogène liquide pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, dans ces environnements-là opérationnels. L'Australie, c'est le même cas. Le fret australien, ce sont des très grandes distances. Donc, autant en France, c'est pas forcément le cas. En France, ce sont des bouts de ligne, effectivement, qui nécessitent d'avoir des solutions autonomes. Donc, l'hydrogène gazeux peut répondre à ce besoin. En revanche, quand vous avez à faire 1000 km dans le désert, c'est beaucoup plus difficile. Point de vue de Toyota là-dessus, parce que dans votre écosystème de véhicules, il y a de tout, hein, du chariot élévateur au module lunaire, donc il y a du liquide et du gazeux. Est-ce qu'il y aura une forme unique qui s'imposera pour l'hydrogène dans l'avenir, ou ce sera selon les usages? Moi, je reviendrai d'abord sur la première question. Comme l'a dit Stéphane, il y a un encadrement réglementaire. Hein. Entre guillemets, on doit respecter un certain nombre de règlements pour pouvoir commercialiser des véhicules, voire des produits. C'est la même chose pour n'importe quel industriel. Donc voilà, je pense que toutes les conditions de sécurité sont mises en place. Voilà, c'est pas aujourd'hui, la technologie est maîtrisée. Je disais, on a 30 ans de recherche derrière nous. Entre guillemets, on le suit bien et on met ça en place par rapport à nos produits. Pour revenir à la question sur l'hydrogène liquide, en toute honnêteté, je pense que c'est en effet un des sujets qui est dans la veille technologique. Mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on trouvera sur de la mobilité légère ou de la mobilité lourde? Je ne peux pas dire que je sois, entre guillemets, la bonne personne pour répondre à ce point-là. C'est peut-être anticipé. Par contre, j'entends complètement ce que dit Stéphane. Et pour les très, très longues distances, par rapport au cas d'usage que tu viens d'exprimer, je comprends complètement, le besoin. Très bien. Il est 10 heures, donc nous allons bientôt rendre l'antenne. En vous remerciant au préalable de vos interventions, j'espère qu'elles ont permis à notre audience à distance de mieux comprendre le rôle de l'hydrogène et son potentiel de contribution aux besoins au service des besoins de décarbonation des secteurs routiers et ferroviaires. Merci à tous les trois, c'était clair et didactique. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de notre cycle événementiel à la rentrée qui sera consacré toujours à des applications de mobilité, mais cette fois, on sera sur l'aérien et le maritime. Merci à tous de votre attention et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.